C'est bon, on est bien. Donc, je suis Jean Lemaire, j'ai la chance de travailler chez OS qui vous accueille ce matin. Donc, bonjour à tous. Je fais l'innovation, on va parler de chatbot, j'ai passé mon collègue qui m'a détaillé le programme. J'ai vu beaucoup d'avanceurs dans la liste des inscrits hier, donc c'est une très très bonne chose. N'hésitez pas vraiment pendant le petit déjeuner qui vont fait pour vous à interagir sur la partie networking et après venir discuter avec moi ou avec d'autres acteurs. C'est vraiment le but de Oui, bonjour à tous, moi je suis Jérôme Bouteiller, je travaille à la Mobile Marketing Association France et effectivement on est ravis de vous accueillir aussi nombreux ce matin. Juste avant de donner la parole à Jean-Philippe, je voudrais juste vous dire qu'on est filmé avec Thibaut Cochet de Mobile Actif qui filme en 360 live, donc on fait une cascade, n'hésitez pas à vous connecter à notre page Facebook avec le QR code pour interagir avec la vidéo et participer à cette table ronde. Et avec Jean-Philippe, on va juste vous montrer le programme de cette matinée. Jean-Philippe a un programme très chargé avec beaucoup de partenaires. Oui, beaucoup de partenaires. On est ravis déjà que vous soyez aussi nombreux et qu'il y ait tous ces partenaires qui soient réunis pour vous offrir de l'information qu'on espère la plus riche et la plus neutre possible sur ce sujet des chatbots. Peut-être un tout petit mot quand même sur la Mobile Marketing Association. On est une association qui réunit 150 spécialistes du marketing mobile en France, qui sont réunis au sein de 4 commissions. Donc une commission qui regroupe les acteurs de la publicité, une commission qui regroupe les acteurs des sites et des applications, également une commission sur le commerce mobile, et enfin une commission sur le messaging. Alors le messaging, dedans on met les telcos, les opérateurs SMS, les éditeurs de services de push notification. Et depuis l'année dernière, on a créé un groupe de travail sur un sujet qui nous intéresse tous, puisqu'on est ici ce matin, qui regroupe 12 acteurs qui sont leaders sur ce sujet des chatbots en France. Et donc, on a produit différents supports. Alors, le premier support, c'est quelque chose que vous pourrez télécharger sur le site de l'association, qui est un guide qui permet de rentrer sur ce sujet des chatbots avec une étude qui sera présentée par Romain Bouyc, qui représente le groupe de travail qui est Product Owner chez Content Square. On aura 2 keynotes à la suite de cette présentation. Une keynote par TSC, créer de l'audience pour votre chatbot en digitalisant vos appels, donc un lien avec les services clients. Une keynote sur un sujet, une plateforme innovante pour construire des chatbots qui est le RCS. Et puis enfin, une table ronde avec 4 invités qui sont des clients, entre autres des sponsors de cet événement. Donc Sarah, qui est responsable des services Internet innovants à la RATP, qui travaille avec Destigo. Camille Volz, qui est responsable CRM et cross-canal chez Jennifer, qui travaille avec VisualBoot. Thomas Rudel, donc de chez AXA, qui travaille avec TSC justement. Et enfin, Pascal Lano, qui travaille avec SNCF. Avec Content Square, excusez-moi. Très bien, on va dans un instant démarrer l'étude sur les chatbots et puis on remercie, on rappelle tous nos partenaires, OS, Content Square, TSC, Cialis, Téléphone, VisualBot, Destigo et Mobile Actif. Romain, on t'écoute. Alors donc un groupe de travail qui s'est formé assez récemment, je crois à la rentrée en septembre, mets-toi bien au milieu, et qui a très vite produit donc un document avec différentes données, notamment une étude sur l'accueil des chatbots par les directions marketing. Alors Romain. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous présenter les résultats de cette étude qu'on a menée dans le cadre de ce groupe de travail. Ce qui nous intéressait, nous, c'est de pouvoir aussi sonder un peu la perception des dirigeants, des responsables marketing sur le secteur pour connaître leur perception du marché, des chatbots, et de pouvoir clarifier un peu cette vision du marché. Donc c'est ce qu'on a voulu vous présenter tout de suite. Cette étude en fait, a été menée en décembre dernier auprès de décideurs et de responsables marketing.
Donc la première question qu'on a posée tout simplement, c'était de savoir un peu connaître le niveau d'intérêt des personnes concernant le sujet des chatbots. Et ce qui ressort fortement déjà, c'est que près de quasiment 50% en fait, des interrogés ont déjà un projet qui est prévu, en cours ou déjà développé. Et donc ça c'est intéressant. Donc, on a près de quasiment 28% des interrogés qui ont déjà lancé un sujet de chatbot. Et l'autre point aussi, c'est que finalement ceux qui sont vraiment pas du tout intéressés sont minoritaires avec 26%. La deuxième question, pourquoi un chatbot? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut accomplir avec ça? Ce qui ressort très fortement, tout simplement, c'est l'amélioration de la satisfaction client. Ça, c'est vraiment un des premiers points. Le deuxième sujet, en tout cas, le deuxième objectif, c'était tout simplement pouvoir innover, tester. Voilà, c'est un sujet qui donne en ce moment. On a envie d'essayer de travailler là-dessus. Et on voit que finalement des objectifs qui sont business, tels que diminuer les coûts, augmenter les revenus, la notoriété, sont un peu moins présents dans l'esprit des répondants en termes d'objectifs. Donc, quel usage pour un chatbot? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces résultats se corrèlent avec ce qu'on a pu voir précédemment. Donc là où la satisfaction client est au cœur finalement des objectifs, on voit que finalement l'usage du chatbot pour du support client, c'est la première réponse, c'est vraiment le premier usage qui ressort. Couplé d'ailleurs avec finalement un usage CRM. Donc, on voit que ce sont les deux premières réponses parmi les trois. Et on a un deuxième lot finalement qui est intéressant, c'est finalement l'usage du chatbot pour la promotion et la production d'informations, qui sont les éléments principaux. À noter aussi, bon, vraiment en bas de tableau, on avait voulu sonder aussi les usages du chatbot pour plutôt des usages internes, RH, IT, ces éléments-là. Donc c'est quand même assez minoritaire, mais c'est présent. Ce qu'on a voulu ensuite creuser, c'est finalement les craintes par rapport à un projet de ce type-là. Qu'est-ce qui pourrait finalement quelles sont les craintes que vous avez en tête? Alors, première chose à noter déjà, c'est que toutes les craintes sont en dessous de la barre de 50%, donc c'est pas quelque chose qui est majoritaire chez les répondants. Mais en tout cas, dans l'ordre de priorité, on a pu constater que finalement, une IA défaillante qui pourrait générer un bad buzz, c'est vraiment la première chose que les gens ont en tête. Donc on peut penser notamment à des cas d'IA qui seraient partis sur des sujets racistes, on entend parler de ce genre de choses, des capacités. Effectivement, c'est ce genre de bad buzz qu'on a en tête et qu'on a peur de reproduire avec notre propre expérience. Le deuxième élément, finalement, c'est un désintérêt des utilisateurs, tout simplement. On lance quelque chose, ça n'accroche pas, ça ne prend pas. Voilà. Et donc, à noter aussi, d'ailleurs, le risque de cannibalisation des autres canaux. On va voir premier indice, est plutôt faible pour l'instant. Qui pilote le projet de chatbot au sein finalement des entreprises? On voit qu'à la grande majorité, ce sont quand même les directions marketing qui pilotent ce genre de projet. Suivi ensuite de tout ce qui est direction de l'innovation et de la direction informatique. Et après, c'est réparti en fonction des différentes autres directions, que ce soit la communication, la direction commerciale. C'est quelque chose de moins important. Donc, l'élément essentiel, c'est finalement porté beaucoup par la direction marketing et la direction d'innovation de l'informatique. Ce qui rend le sujet particulièrement légitime pour la mobile marketing association. Tout à fait. Donc la question qu'on a posée justement, c'est est-ce qu'un bot finalement peut remplacer des usages existants? Donc ce qu'il faut ressortir déjà, c'est que finalement la première réponse, c'est que non, tout est complémentaire, donc ça c'est intéressant. Mais dans les risques finalement, ou en tout cas les évolutions qu'on a envisagées, c'est que les répondants pensent que finalement le bot pourrait remplacer le support par email, donc on retourne finalement sur cet usage de support client, satisfaction client, mais aussi les usages donc, de support téléphonique. Sur cette idée-là, mais aussi pour d'application. Donc c'est vraiment les trois éléments qui ressortent à ce niveau-là. Mais l'essentiel, c'est quand même la réponse essentielle, c'est que finalement, les répondants pensent que tout ça est complémentaire, et c'est le point que vous doit tirer à votre point. Ensuite, donc notre chatbot, c'est bien, mais où le mettre à disposition, sur quelle plateforme? Donc sans surprise, on voit que Facebook Messenger est quand même la première plateforme auquel les répondants ont pensé. Donc avec plus de 200 000 chatbots créés, c'est le chiffre qu'avait donné Facebook il y a quelques temps. Donc c'est pas une surprise à ce niveau-là. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que finalement,
les répondants ont en tout cas souhaitent pousser le développement de leur chatbot sur leur propre plateforme, finalement leurs propres interfaces existantes, leur site web. C'est ça qui est intéressant. Autre sujet qu'on a évoqué finalement, c'est ce qu'a évoqué du coup Jean-Philippe, c'est l'usage du SMS RCS comme canal finalement pour son chatbot. Donc on voit que c'est des éléments qui ressortent. Donc on a deux plateformes qui sont plutôt minoritaires ensuite. Dernière question enfin qu'on a voulu poser, c'est là on parle de chatbot, de conversation par écrit. Et finalement si ce chatbot se transforme en voicebot, ou en tout cas, donc la question qu'on a posée c'est est-ce que vous souhaitez ajouter la voix finalement à votre chatbot. Et donc, en tout cas, dans la question aussi de est-ce que la voix remplace le texte ou est-ce que les éléments cohabitent, encore une fois, on se retrouve avec une réponse où plus d'un tiers en tout cas des répondants pensent que les deux vont cohabiter. Il y aura des usages où le chatbot, on pourra converser avec le bot par écrit, mais aussi à l'oral, en fonction des différents comportements. Et beaucoup ne savent pas aussi, savoir que la voix encore, comment est-ce qu'on implémente ça. Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir que aussi, il y a très peu d'entreprises qui excluent d'ajouter de la voix finalement à leur chatbot, moins de 8%. Voilà. Merci pour cette restitution très synthétique de l'étude du groupe de travail. Et puis on invite évidemment tous les gens dans cette salle à rejoindre ce groupe. Hein. On a eu pas mal de réunions, on en aura d'autres pour identifier les grandes tendances du secteur. Pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs au sujet vocal, je vous rappelle que la Mobile Marketing Association a sorti le mois dernier aussi une autre étude plus spécifique sur les voicebots, en pointant justement l'importance d'avoir une approche multimodale combinant le texte et la voix. Merci en tout cas pour cette restitution. On peut l'applaudir. Et on va donner la parole à notre premier partenaire, TSC, avec Marion Munier, Business Development Manager chez TSC. Alors Marion, on dit plus de ce Châtelet en même temps. Exactement, on vient de changer de nom. Donc maintenant, c'est TSC. Alors, est-ce que ça fonctionne? Dans cette salle, vous êtes nombreux à avoir lancé un ou plusieurs projets de chatbot. Vous avez réfléchi avec vos équipes internes ou avec votre agence à créer l'expérience conversationnelle idéale. Cette expérience, elle devait à la fois répondre à vos objectifs business, mais aussi et surtout aux attentes de vos clients. Du coup, cette automatisation est passée par l'automatisation de la prise de rendez-vous, l'automatisation de la souscription à un nouveau contrat par exemple, l'automatisation de la déclaration de sinistre. Aujourd'hui, votre bot est live, il fonctionne et vous en êtes fiers. Du coup, vous cherchez maintenant à le rendre accessible à la majeure partie de vos clients et le faire émerger parmi eux. Et vous avez raison, parce que finalement, ce bot, il va vous permettre d'être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parmi votre audience. À l'agence, chez TSC du coup, on a l'habitude de travailler sur différents scénarios qui vont vous permettre de créer du trafic et de l'audience sur vos chatbots existants. Et donc renforcer les liens que les marques, vous avez avec vos clients. Du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir l'un de ces scénarios sur lesquels on a avancé. On a avancé sur ce scénario avec les équipes Facebook Messenger, qui sont, on va dire, un partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler. Et surtout, on aime bien préciser aussi que la vidéo que je vais vous montrer est une première mondiale. Du coup, je vous laisse découvrir la vidéo et puis après, on en parlera. Les conseillers sont actuellement en ligne. Vous pouvez toutefois poursuivre certaines de vos démarches via Facebook Messenger. Tapez 1 pour nous autoriser à retrouver votre compte Messenger.
voir là? On vient de voir un client qui essaie de joindre une marque et pour X raisons, la marque ne peut pas répondre. Peut-être c'est la nuit, peut-être que c'est le week-end, peut-être qu'il y a une file d'attente qui est un peu trop longue et du coup personne ne peut répondre au téléphone. Et du coup, le client se voit proposer finalement d'être redirigé vers Messenger et de démarrer la conversation avec la marque directement sur ce canal. Du coup, la personne reçoit une notification, comme si c'était l'un de ses amis sur Messenger, et du coup, elle peut commencer la conversation. Imaginons que c'est le soir, vers 20h, 21h ou alors le week-end, les personnes de la marque, du conseiller client, de community manager, n'importe quel type de profil ne sont pas là, parce que comme tout le monde, dans les week-ends et des vacances, ils ne peuvent pas répondre. Mais du coup, la personne sait que sa demande, sa réclamation, la question qu'elle avait a été prise en charge sur Messenger. Et du coup, on peut commencer une conversation asynchrone avec le client qui cherche à prendre contact avec la marque. Tout ça, ça se passe en moins de 15 secondes. Vous l'avez vu, c'est super rapide dans la vidéo. Et du coup, il y a plusieurs bénéfices à ça. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur vos clients. Vous êtes présent, vous redirigez du moins sur un canal qui est utilisé par un Français sur deux, Messenger. Et surtout, la personne qui va prendre en charge cette demande, cette réclamation sur Messenger se concentre sur sa valeur ajoutée finalement. Parce qu'elle sait la raison pour laquelle on a essayé de contacter la marque, elle sait qui est la personne, parce que le bot finalement a permis de qualifier tout ça, et du coup, la personne qui va reprendre la main sur Messenger peut proposer du conseil, de la confiance, de l'empathie et finalement de la réassurance. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une première mondiale. On a lancé avec Facebook et les équipes Messenger. Et du coup, on a lancé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, un premier case avec un acteur majeur de l'assurance qui d'ailleurs est dans cette salle. Et du coup, aujourd'hui, si vous voulez faire le suivi ou la déclaration d'un sinistre, vous avez la possibilité, lorsque vous essayez de joindre la marque, d'être dirigé vers Messenger et faire presque l'intégralité de votre déclaration ou de votre suivi sur Messenger. Du coup, les premiers résultats qu'on a, c'est que finalement, il y a un usage, c'est-à-dire que les gens sont OK pour passer sur Messenger et commencer la conversation sur Messenger alors qu'ils ont commencé la conversation par téléphone. Du coup, il y a pas mal de personnes de TSC dans la salle. Si vous avez envie de vous lancer, si vous avez besoin de détails ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou les personnes dans la salle. Et les restes de l'équipe qui travaillent sur ce type de projet et 4 étages plus bas dans le même immeuble, donc n'hésitez pas et puis on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Merci Marion, on peut l'applaudir. Et on va passer à une seconde présentation sur le RCS avec Christophe Collier, directeur régional de Sales Communication France, et Jean-Philippe Gallet qui a une deuxième casquette, puisque outre ses activités à la Mobile Marketing Association, il est cofondateur de MyElephant. Christophe, Jean-Philippe, un mot? On démarre tout de suite? On démarre tout de suite. Allez. Donc le RCS, pour faire simple, le RCS c'est le remplaçant du SMS. Tout comme le SMS, c'est un standard qui est poussé par les opérateurs à travers la GSM1 pour être adopté partout, être universel, être sur tous les téléphones. Et il est fortement sponsorisé par Google parce que c'est vrai qu'il apporte une expérience utilisateur qui est autre que celle du SMS, qui est au même niveau que celle qu'on peut avoir sur toutes les messageries actuelles, les WhatsApp, Facebook et autres. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir sur tous les téléphones un Facebook Messenger qui fonctionne avec tout le monde, on ne se pose pas de questions. On a du multimédia, on sait si le message est vu, s'il est envoyé, si la personne est en train de répondre, etc. Au niveau, il y a un acronyme que je ne vous ai pas décrit, c'est RBM, c'est RCS Business Messaging. C'est la partie business du RCS qui est faite pour les marques pour communiquer avec les utilisateurs. Tout simplement, le RCS, le RBM, pardon, c'est un SMS sous stéroïde qui vous permet de sécuriser la communication. On enregistre sa marque. Vous voyez le petit logo, le petit bouclier. Personne ne peut envoyer un message s'il n'est pas certifié. On a son branding, on a son logo, on a sa couleur. On a des vrais contenus multimédia. On peut envoyer une vidéo, on peut envoyer un PDF, on peut envoyer une image.
On va jusqu'à peu près 50 mégas aujourd'hui, en termes de taille de fichier. Et puis après, on a des réponses préenregistrées, des cartes. Des cartes? Ah oui, c'est bien. Des réponses préenregistrées, des cartes. On peut ouvrir les applications, savoir, vous avez le retour, savoir si par exemple, est-ce qu'il a enregistré son rendez-vous dans son agenda. Toutes ces choses-là, vous avez ce retour-là directement à travers le RCS. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on pense qu'à terme, le RCS devrait être un des canaux les plus utilisés par les chatbots. Alors, l'expérience utilisateur, ça, vous voyez un exemple l'expérience utilisateur selon Google, avec le respect de la marque, des interactions facilitées, des contenus multimédia qui vont de 10 à 50 mégas, de la vidéo, des carousels. Ici, là, j'ai un ticket. Et dans certains pays, dans certains cas, à terme, il sera aussi possible d'intégrer une option de paiement directement dans le RCS. Donc, directement dans la communication, vous pourrez aller de la vérification d'une information à la livraison d'une même information ou à l'achat de quelque chose dans la même communication. Voilà, et donc pour mon World Congress et pour préparer une bêta en Angleterre, on a lancé un prototype avec MyElephant. Ok, donc merci Christophe. Je vais vous parler du coup rapidement de ce petit prototype. Pour situer un petit peu, j'ai ma deuxième casquette pour prendre la parole, je vais quand même vous raconter qu'est-ce qu'on fait chez MyElephant, qu'est-ce qu'on fait avec Nissan en particulier, et de manière à pouvoir vous dérouler le cas pratique. Alors chez MyElephant, on est leader en France sur le mobile engagement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'on propose une plateforme en direction CRM, pour qu'elles puissent envoyer des messages. Et surtout, ce qu'on travaille avec les marques, c'est que ces messages soient efficaces, ça veut dire qu'ils captent de l'attention client, de manière à rapprocher le client de l'acte d'achat. Donc comment on fait ça traditionnellement? C'est qu'on ajoute des formats web aux messages qui sont envoyés par les marques. Et donc, bien sûr, depuis l'année dernière, en étudiant les usages, on a remarqué qu'au-delà des formats web qui sont déjà sympas, riches, qui permettent d'ajouter du multimédia, des fonctionnalités intéressantes autour de la localisation, etc., on a des usages qui s'orientent et qui basculent rapidement vers le conversationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe tous une majorité de notre temps sur notre téléphone à envoyer des messages. Et donc, pour créer un tunnel de conversion, il devient de plus en plus intéressant de le scénariser à travers une conversation. Donc, comment on fait ça classiquement? C'est qu'on le fait avec Facebook Messenger. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la plateforme la plus pertinente pour le faire. On a, comme vous le disait Christophe, une opportunité très intéressante de pouvoir copier ce qu'on fait sur Facebook Messenger et l'intégrer dans le cadre de RCS. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Nissan? On travaille avec la direction CRM, donc avec Nissan au niveau européen, donc également sur la France. Notre plateforme est connectée au système d'information client de Nissan. Ça veut dire qu'on peut jouer des scénarios automatiques, on peut bien sûr travailler une hyper-personnalisation des messages pour coller au contexte. Du coup, on a l'habitude de travailler sur du rich SMS, ça veut dire des formats web qui sont destinés à être engageants et qui sont diffusés par SMS. Là, on a finalement fait une déclinaison de ce cas rich SMS dans un conversationnel en utilisant le RCS. Alors tout de suite, avant de vous parler des détails du cas, qu'est-ce que ça a comme atout par rapport à une plateforme de messagerie comme Facebook Messenger? Moi, je vois 4 atouts objectifs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'application à télécharger. Alors vous allez me dire, de toute façon, tout le monde a Facebook Messenger sur son téléphone. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a on va dire une belle proportion de Français équipés, mais c'est pas vrai pour toutes les classes d'âge. En tout cas, c'est de fait moins universel qu'un client SMS qui est présent dans tous les téléphones. On travaille avec un identifiant qu'on connaît déjà bien et sur lequel la plupart des annonceurs a déjà travaillé l'opt-in. Donc on travaille sur un numéro de téléphone, ça c'est quand même quelque chose qui est éminemment important. On peut contacter les gens
avec les mêmes règles de contactabilité qu'on a aujourd'hui sur le SMS. Et quand on parle de l'ID, on parle aussi des règles, puisqu'on n'est pas soumis aux règles de l'éditeur de la plateforme de messagerie. On est là dans des règles opérateurs qui sont connues et reconnues. Et puis bien sûr, je ne reviens pas dessus, on a finalement les mêmes fonctionnalités que dans la plupart des applications de messagerie. Alors ce cas justement chez Nissan, c'est quoi l'objectif? C'est de faire essayer une voiture, alors c'est un objectif assez classique dans le domaine de l'automobile, hein, c'est pour rapprocher l'achat, on essaye de faire essayer un modèle de voiture. Et comment on essaye de faire essayer un modèle de voiture? Eh ben, on essaye de le faire essayer soit maintenant en direct chez le concessionnaire le plus proche, parce qu'on a vérifié que la personne pouvait aimer ces modèles et que ces modèles étaient disponibles dans un concessionnaire proche, ou on essaye de faire une prise de rendez-vous. Donc c'est l'histoire de ce cas. Donc là, vous avez vu un petit peu rapidement défiler ce que ça donne au niveau visuel, hein, mais on va regarder quelques screenshots. Alors on ne va pas s'apesantir dans les détails de screenshots, on va passer très rapidement. Mais qu'est-ce qu'on a? On retrouve les carousels pour choisir des produits. On a la possibilité, bien sûr, de se géolocaliser pour trouver le concessionnaire le plus proche. Une fois qu'on a ces géolocalisés, on nous propose différents points d'action qui sont soit passer un appel, soit être guidé vers ce concessionnaire, soit réserver un essai en ligne. Donc on peut passer, voilà, on peut passer un appel, on peut être guidé vers le concessionnaire le plus proche, et ça c'est, on va voir, il y a un petit bouton qui permet de partager la position, et puis on peut réserver un essai en ligne. Donc là on va passer ce cas-là. Si on peut passer à l'écran d'après, on voit qu'on nous demande d'abord de choisir, on a localisé le concessionnaire, on nous demande, si on veut réserver un essai en ligne, de choisir une date, puis de choisir une heure. Voilà. Et puis, une fois qu'on a ça, on dit au client, bah, ok, c'est noté, on va vous accepter, mettez cet rendez-vous dans votre calendrier, et on vous enverra un rappel 24 heures avant votre rendez-vous. Voilà, donc on ajoute ça au calendrier. On a les infos de contact de la marque, hein, ça c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Je crois qu'on arrive au bout. Voilà, vous voyez le petit bouton Close as Dealer qui permet de dire ici, on va enclencher l'action de partager la géolocalisation. Donc voilà, un sujet RCS qui est très intéressant. On est un petit peu en avance de phase, hein, c'est pas encore complètement disponible commercialement, mais en tout cas, c'est une opportunité d'aller sur du conversationnel un petit peu plus universel. En tout cas, aujourd'hui, il faut déjà commencer à tester. Facebook Messenger est une super plateforme, mais il faut considérer cette opportunité offerte par les opérateurs, parce qu'à mon avis, ça va être quelque chose de très important dans les usages, du fait que quelques freins sont levés. On est un petit peu en avance pour suivre un petit peu la discussion sur le RCS. On disait que c'est une technologie relativement récente. Je crois qu'elle a été lancée il y a à peu près 1 an et demi en Amérique du Nord et elle arrive cette année en Europe, hein, Christophe. Alors, c'est un... C'est un protocole qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui est en gestation à la GSMA pour une année, mais bon, la GSMA ça prend du temps, parce qu'il faut que ça marche partout, et qui franchement a pris son essor avec le lancement de ce qu'on appelle le profil universel, qui permet de dire, ben voilà, voici par défaut ce que tous les téléphones vont savoir faire, et qui a été lancé l'année dernière. Au niveau déploiement, on devrait voir apparaître des messages RCS sur nos messageries quelque part en fin d'année, en début d'année prochaine, en tant qu'utilisateur. Ça, c'est en France. Hein. En France. Il y a déjà du RCS opérationnel en Angleterre, sur Vodafone, qui a ouvert son réseau. Sur Europe de l'Est aussi. Europe de l'Est, je crois qu'il y a des tests qui sont faits en Europe de l'Est, en Roumanie, en Telenor en Suède. Sprint aux États-Unis va le lancer au mois de juin pour ses utilisateurs. Donc ça sera a priori un standard qui va être déployé au cours des prochains mois. Voilà, donc la GSMA estime que d'ici 2020, il y aura 85-90% des téléphones qui seront compatibles. Et on peut également ajouter que c'est une technologie qui est très très fortement soutenue par Google. J'imagine qu'il y aura une réponse à la domination de Facebook dans la messagerie. Et Google aujourd'hui, c'est 85% des smartphones qui ont Android. Exactement, c'est ça, c'est 85% des smartphones dans le monde.
C'est fortement sponsorisé par Google, tout simplement parce que l'expérience utilisateur se rapproche de ce qu'on attend aujourd'hui d'une expérience utilisateur dans une messagerie. Le SMS était très bien il y a longtemps, maintenant on a besoin d'avoir des messages de groupe, on a besoin de savoir s'ils sont lus, on a besoin de savoir si la personne écrit, on a besoin d'envoyer des vidéos, on a besoin des contenus, etc. Et aujourd'hui on ne peut pas faire ça avec du simple SMS, donc le RCS. Donc si on pense chatbot, on peut aussi penser RCS. Jean-Philippe, le RCS, c'est un sujet qui sera aussi étudié par la Marketing Association dans le cadre de sa commission messaging. Oui, bien sûr, on s'attache à traiter tous les sujets d'actualité autour du messaging. Le RCS, ça peut être game changer. Il y a évidemment avec cette technologie également une crainte, ou en tout cas il va y avoir un besoin d'accompagnement très fort chez les marques, puisque ça induit également une segmentation qu'on n'avait pas dans le messaging en fonction de l'OS. Et donc il va falloir jouer un petit peu subtilement entre les différents OS, y compris maintenant sur les métiers du messaging. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Et on sent que c'est une techno qui peut intéresser aussi bien les grands groupes que même les PME de proximité. La réservation, je ne sais pas, c'est le cas aujourd'hui, c'est l'avantage et la force des technologies que proposent les opérateurs. C'est universel, c'est finalement assez simple à distribuer. Et du coup, aujourd'hui, on le voit, le SMS, c'est utilisé par le petit commerce de proximité. Donc il n'y a pas de raison que le RCS, qui est son évolution, ne le soit. Et pour répondre à la question du jour, c'est une alternative aussi Théosap, selon vous? Il y a de la place pour tout le monde, mais c'est sûr que, vu la richesse des contenus qu'on peut échanger, il va y avoir une nouvelle interaction et un concurrent en temps d'utilisation par rapport au site Théosap. Jean-Philippe, comme analyse? Oui, je suis un petit peu d'accord avec Christophe. Pas de concurrence frontale, mais vraisemblablement un petit peu de cannibalisation pour certaines cibles dans le temps passé ou dans l'usage. Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Et il est temps de passer à la table ronde. On va avoir des retours d'expérience passionnants. Et j'invite donc Sarah Zouagui, responsable d'entité Internet et services innovants à la RATP, à nous rejoindre. Elle a travaillé avec Destigo, qui est un des partenaires de cette matinée. Camille Vols, qui est responsable CRM et cross-canal chez Jennifer, et qui a été accompagnée par VisualBot by Selectionist, et aussi partenaire de cette matinée. Thomas Rudel, Head of Social chez AXA France, qui a notamment travaillé avec TSC, et Pascal Danou, directeur Customer Experience Digital chez Oui SNCF. Alors Pascal, je vais vous laisser le grand fauteuil blanc, si on peut l'aider à le transporter, s'il vous plaît, parce qu'il est un peu lourd. Qui est directeur Customer Experience Digital chez Oui SNCF. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Voici le micro partagé. Merci à tous les cas d'être parmi nous ce matin. On va peut-être commencer par les jeunes femmes qui sont avec nous ce matin. Sarah, bonjour. Donc, je disais que vous êtes responsable d'entité Internet Services Innovants à la RATP. RATP, tous les Parisiens évidemment connaissent, donc on peut peut-être rappeler en quelques mots, en quelques chiffres, votre mission au sein de cette entreprise. Oui, alors en fait, ça ne veut pas dire grand-chose Internet et services innovants parce que c'est une entité qui date de quelques années, ça fait un peu les 90. En vrai, je suis un peu le pendant de Pascal à la RATP, donc je m'occupe de l'expérience voyageur, expérience en information voyageur digitale. Voilà. Donc votre problématique, c'est quoi? C'est de rendre ce voyage le plus fluide possible, de supprimer les irritants? Exactement, c'est de permettre aux clients de la RATP d'avoir une expérience en information voyageur qui est complète tout le long du voyage, la même, cohérente. Voilà. Et en quelques chiffres, la RATP, c'est combien de voyageurs par jour, par an, et combien fréquentent vos interfaces digitales? Je n'ai pas vérifié mon nombre de voyageurs par an, j'aurais dû revenir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 2 millions de visiteurs uniques sur l'application RATP par mois, donc, ce qui est normal. Plus de 11 millions, je crois. Il y aura la 4G dans le métro, il y en aura encore plus. C'est ça. Et on travaille dessus, on a de plus en plus de points Wi-Fi, de 4G dans le métro. C'est un peu plus compliqué que juste dans l'extérieur, mais on fait de Très bien. À votre gauche, Camille Vols. Bonjour Camille. Bonjour.
Alors vous êtes déguisé responsable CRM et cross-canal chez Jennifer. Jennifer, comment vous vous présentez? Vous êtes une marque de mode et de prêt-à-porter? Oui, on est une marque de mode et de prêt-à-porter pour les jeunes filles notamment. On a une cible de millennials entre 16 et 25 en cible prioritaire. On est très bien installé en France. On a plus de 300 points de vente dans toute la France avec également un rayonnement international avec plus de 100 magasins à l'international. Et effectivement, aujourd'hui, je suis en charge du CRM et de l'expérience cross-canal parce qu'on est aussi dans une optique de satisfaction client, d'un client unique. On a des clientes qui vont en magasin mais qui préparent leur visite sur leur site internet, qui changent ensuite sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, je suis en charge de ces deux sujets. Il y a quelques chiffres également. Vous avez l'activité e-commerce. On a une activité e-commerce qui a énormément progressé ces dernières années. Malgré tout, une cible de millennials et une cible qui aime aller en magasin. Et beaucoup de monde sur vos interfaces mobiles, parce que si les millennials sont bien équipés en on a une cible très connectée. C'est pour ça d'ailleurs que le bot était une évidence pour nous, parce que les canaux traditionnels, voilà, on a une cible très connectée, on a une très forte communauté, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, qui est liée effectivement à notre clientèle très jeune. On a quasiment 3 millions de personnes sur Facebook, notamment. Très bien, une belle communauté. À votre gauche, Thomas Budel, Head of Social chez AXA France. On va lui prêter un micro. AXA, en quelques mots, en quelques chiffres, c'est un des grands noms oui, de l'assurance. Leader mondial de l'assurance, multi-spécialiste, donc de l'assurance pour les particuliers comme pour les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, grandes ou très grandes, avec une énorme diversité de risques et de problématiques à assurer. Et évidemment une forte présence digitale, en quelques chiffres. Oui, une forte présence digitale avec des consommateurs qui... Enfin, nous, c'était l'idée d'aller sur le social. On a des consommateurs qui n'ont pas attendu les marques pour aller se plaindre, critiquer, parler de leurs problèmes sur les réseaux sociaux, avec la problématique pour AXA d'y être de façon fondamentale, de façon structurée, et d'essayer de répondre à tout le monde de la meilleure façon possible. Votre mission, c'est ça, c'est de répondre à toutes ces sollicitations sur les réseaux sociaux. C'est d'être présent là où sont nos clients, et nos clients dans leur diversité. Alors on est généraliste, on est multispécialiste, on s'adresse à tout le monde, et tous nos clients, on en parlait, ne sont pas sur Facebook Messenger ou sur les réseaux sociaux, mais c'était important pour nous de dire que pour nos clients qui y sont et qui veulent une réponse là, on s'y trouve. Et donc évidemment, les volumes qu'on a sur les réseaux sociaux n'ont encore rien à voir avec ce qu'on reçoit dans nos centres d'appel, ou rien à voir avec ce qu'on reçoit par email, c'est clair. Et rien à voir avec ce que reçoivent nos 8000 distributeurs sur le terrain. Mais néanmoins, c'est fondamental parce que c'est là que notamment le client de demain va se trouver, ou des clients très attachés à la mobilité et les réseaux sociaux. Et Pascal Lanoux, bonjour Pascal, donc vous êtes directeur Customer Experience Digital chez Oui SNCF. Il y a eu un changement de nom récemment. Alors c'est quoi votre... comment ? En décembre dernier. En décembre dernier. Alors c'est quoi votre mission ? La mission, c'est la direction de l'expérience client. Encore une fois, c'est d'optimiser au quotidien l'expérience client d'aujourd'hui et surtout d'anticiper et de préparer les nouveaux usages de demain et de livrer, encore une fois, toujours plus loin dans une expérience client qui, permet d'enchanter nos clients quotidiens. Et qu'on prenne la mesure de l'enjeu, la SNCF aujourd'hui a combien de clients dans ces trains, il n'y a pas que ces trains, et quelle proportion fréquente aux interfaces digitales? Alors aujourd'hui, moi j'interviens en tant que Oui SNCF, encore une fois, pour vous donner plutôt une idée de chiffres, c'est plus à peu près 90 millions de billets de train qui sont vendus en ligne par an, donc grâce au site, grâce à l'application, et depuis peu grâce au bot. Alors justement, on va parler de bot. C'est un format que vous explorez depuis pas mal d'années, je crois, chez Oui SNCF, excusez-moi, je vais m'y mettre. C'est quoi votre réflexion pour vous intéresser à ce format? En fait, c'était assez intéressant. Justement, d'un point de vue expérience client, c'était poser la question. On s'était un peu mis dans un scénario science-fiction. On s'est dit voilà, imaginons demain que notre URL n'existe plus, que l'application mobile n'existe plus. Comment continuons-nous d'exister? Comment réussissons-nous à finalement à être en contact, à garder le contact avec nos clients en étant dans leur écosystème en fait, en n'étant plus dans une posture d'audience, j'attends que mes clients viennent sur le site ou dans l'application, mais je suis présent là où ils sont, c'est une vraie notion d'ubiquité,
en fait, et d'être ambiant, d'être omniprésent. Donc on avait déjà engagé cette réflexion il y a 3 ans, et ensuite quand la techno l'a rendu possible en 2016, on s'est lancé dans un proof of concept, dans un POC, et ce qui était assez intéressant, c'est que dès le départ, les premiers retours clients que nous avons collectés étaient quasi identiques à ceux au verbatim client au lancement du mobile. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus faible. Donc on avait là des signaux faibles qui étaient vraiment ultra intéressants. Et puis quand on travaille sur l'expérience client de demain, en fait il y a une notion qui est importante, c'est de dépasser la notion du service personnalisé et de réfléchir plutôt à une expérience qui est personnelle. Et encore une fois, quoi de plus personnel qu'une conversation? Alors concrètement, c'est un chatbot sur Messenger? Pas que. Dans l'application, dans le site web? Entre autres, il y a le bot existe sur Messenger, c'est là où nous avons d'ailleurs démarré l'expérience. Il existe aussi sur le site depuis le 7 décembre, depuis que nous avons changé de nom. Donc, et il existe aussi via Google Home et Google Assistant. Le jour du Mobile Marketing Forum, je crois. Et oui, c'était concerté, je crois, vraiment. Et comment dire, donc voilà, il est lui aussi, parce que quand on est dans des logiques d'ubiquité, il faut que le bot lui aussi soit omniprésent, et il est sur Messenger, Google Assistant, Google Home, sur le site, qui sait bientôt sur d'autres canaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bot? On peut, à date, on peut quasiment tout faire au-delà de l'après-vente. Il y a aussi, ce qui nous importait vraiment, c'était de permettre à nos clients de pouvoir entamer une phase de découverte de l'offre et d'exploration de l'offre et d'aller jusqu'à la pose d'option et la réservation. Il y a une cible en particulier avec laquelle ça fonctionne particulièrement bien, ce sont les clients TGV Max, c'est une cible jeune. On rappelle, c'est votre offre. Oui, TGV Max, c'est une offre, c'est un abonnement, c'est le train illimité. Le successeur du DTGV, je dis pas de bêtises? Non, c'est une nouvelle offre. Mais non, mais je vois ce que il y avait une offre similaire chez IDTGV, pardon. En effet, c'est un abonnement une formule d'abonnement qui existait aussi. Et donc là, ça paraît assez évident. En effet, une clientèle très jeune qui est en permanence en quête de canaux qui s'inscrivent dans l'opportunité de l'instant et qui veulent, sans devoir attendre une seconde, pouvoir réserver un billet de train où qu'il soit et privilégie ainsi notamment Facebook Messenger, parce que c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que ça permet aussi d'avoir finalement tout l'historique de sa conversation avec la marque, et aussi c'est un canal ultra intéressant pour travailler tout ce qui est alerting. Encore une fois, l'offre TGV Max, si vous voulez vous renseigner pour avoir une offre à 0 € au-delà de 30 jours, vous vous êtes réveillé trop tôt et Facebook Messenger permet de vous dire ça y est, le train que tu cherchais est désormais disponible, vas-y, réserve-le. Et cette boucle est ultra intéressante. D'ailleurs, c'est le use case que Facebook présentera cette année au F8 aux US. Merci Sarah. Quelle a été la réflexion de la RATP aussi en matière d'interface conversationnelle? Alors nous, on a vraiment vu une opportunité dans l'arrivée du chatbot sur Messenger. C'est arrivé au printemps 2016, je crois, mai-juin 2016, l'ouverture de la Messenger plateforme. C'est ça. Par la facilité de mise en œuvre. Donc c'était vraiment, c'est plutôt à ce moment-là où on s'est dit, il faut qu'on y aille aussi sur ce canal. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer le chatbot d'abord sur Facebook pour aussi voir. On est vraiment dans une posture de test and learn. On lance sur Facebook, on voit comment ça marche, puis après on apprend et on avance comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait ce chatbot? Alors aujourd'hui, il a vraiment une posture d'information voyageur. Donc il va vous aider il va vous déplacer en Ile-de-France d'un point A à un point B. Donc il fait de la recherche d'itinéraire, de l'information horaire en temps réel, de l'alerting, perturbation, s'il y a un problème sur la ligne, vous pouvez lui dire de vous alerter tous les matins pour changer d'itinéraire. D'accord. Et de la FAQ aussi, mais en ligne pour l'instant. Et l'accueil est bon? Très bon. Alors on a commencé à le lancer en interne avant d'ouvrir. Et déjà en interne, alors qu'on a un public RATP très critique, il a très bien participatif, on va dire. Ouais. Mais c'est normal, hein, c'est ce qui critique le plus, donc c'est
Et déjà en interne, ça a très bien fonctionné. Même chose pour les utilisateurs, c'était cette simplicité, cette nouvelle façon d'interagir en fait, pour aller chercher l'information qui était très intéressante. Et maintenant, depuis qu'il est sorti, donc en décembre officiellement pour les clients RATP externes, ça fonctionne très bien, on a des retours très très positifs. Donc voilà, il a le nombre d'utilisateurs assez exponentiel. Alors je crois que vous avez travaillé avec Destino sur le déploiement de ce bot. Vous avez quand même été confronté à des complexités, à des difficultés sur cet environnement, parce que c'est du conversationnel, c'est pas forcément les mêmes logiques que celles d'un site webinaire. On a tout appris. Enfin, on savait faire des apps, on savait faire des sites internet, mais pas du tout de conversation. On a été très aidés par Destino, dont c'était le métier. Donc ils ont fait monter en compétence des gens dans mon équipe qui maintenant travaillent tous les jours avec eux. Et c'était quoi les principales nouveautés, les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Pas vraiment des difficultés pour le coup. Je trouve qu'on a très bien travaillé, on a très bien appris des deux côtés assez rapidement. C'est juste que la formation voyageur, tout ce qu'il y a derrière, c'est assez compliqué comme service. Donc il a fallu réussir à redonner cette simplicité à des services très complexes. Quand on fait une recherche d'itinéraire, on se retrouve très vite avec beaucoup de je vais aller plus vite, pour prendre que le métro, etc. Et c'était travailler sur ça en conversation qui était un peu compliqué. Mais j'ai l'impression qu'on a bien réussi. C'est difficile de faire simple. C'est ça. Et tout à l'heure, évidemment, c'est de réussir à rendre le produit simple et de masquer cette complexité à l'utilisateur. Et donc, en tout cas, il y a aujourd'hui un usage important. En février, on a eu plus de 10 000 utilisateurs uniques sur Messenger, donc, et depuis son lancement. Il a été lancé récemment, il a été lancé fin décembre ou mi-décembre. À peu près 1 an et demi. Même pas. Non, même pas, quelques mois. Décembre. C'est pas récent aussi. Il a 3 mois à peine. C'est encore on a tendance à en parler comme d'un enfant. C'est encore un enfant, il est en train d'apprendre. On a une relation différente. Exactement. D'ailleurs, il est toujours en version bêta sur Messenger. Enfin, son nom est toujours en version bêta. Je pense qu'on va vite l'enlever parce que là, il commence à être très performant pour les clients. Mais oui, donc il a juste 3 mois et en tout, je crois qu'on est à plus de 30 000 utilisateurs, enfin à peu près 30 000 utilisateurs. Très bien, on va revenir sur les choses dans un instant. Camille, également, donc on rappelle responsable CRM et cross-canal chez Jennifer. Alors vous, c'était quoi votre réflexion pour découvrir cette sphère conversationnelle? Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, pour nous avec une cible aussi jeune, les canaux email n'étaient plus clairement l'avenir pour nous. On dit qu'il y a des millennials qui n'ont même pas l'adresse email. En fait, les millennials créent une adresse email quand elles doivent créer un compte sur Insta, sur Snapchat, ou à 20 ans pour envoyer leur premier CV pour un summer job. Sinon, elles ne le consultent pas. Donc c'est difficile de les contacter via ce canal. On contacte les mères parce qu'on a aussi des clients très jeunes qui ont 12 ans. Mais nos clients, notre avenir, le mail n'est plus le média prioritaire pour nous. Le SMS, tout le monde le sait, est un média plutôt onéreux. L'application. L'association qui a un autre point de vue. Mais... voilà, qu'on ne peut pas faire à chaque besoin. Exigeant. Voilà. L'application mobile pour nous, effectivement, n'était pas forcément non plus quelque chose de pertinent parce que dans le monde de la mode, elle va beaucoup plus aller sur le site, voir tout le temps les nouveautés ou encore une fois s'inspirer des réseaux sociaux et les applications mode sont quand même beaucoup moins téléchargées. Et effectivement, le bot est devenu pour nous une vraie évidence parce qu'il sert 2 objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement d'agir, d'interagir avec la cliente, finalement de rajouter de l'humain dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle. C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais c'est vrai qu'être dans le conversationnel, être finalement dans une relation qui n'est pas que descendant de la marque vers l'utilisatrice, mais c'est elle qui initie la conversation. Pour nous, effectivement, c'était le premier objectif, parce que cet échange qualitatif, conversationnel, se transforme en acte d'achat sur le site très souvent, voire même en magasin, mais aujourd'hui ça, on ne peut pas encore le traquer. On va en parler. Voilà, alors nous, on a un nourrisson encore plus jeune, il a à peine 1 mois. À peine 1 mois, donc il est encore en train d'apprendre, on est encore en période de fine-tuning. Alors je crois que vous travaillez donc avec VisualBot, sélectionniste, il fait quoi donc concrètement votre bot? Alors notre bot nous permet, on le vend, entre guillemets, on le présente à nos clientes comme un personal shopper en premier lieu. On a plus de 1500 références par saison chez Jennifer.
Et donc en échangeant avec le bot permet en fait de très facilement trouver l'article que l'on cherche par bien sûr des critères de prix, de couleur, de t-shirt, robe, etc. Ça c'est bien évidemment un prétexte pour échanger avec la cliente, mais avec une cible de millennials, on était bien évidemment plutôt obligé de rajouter de l'entertainment pour lui donner envie de revenir. Donc on a quelques mantras pour lui donner envie d'aller consulter tous les jours. On a des petits jeux au travers d'emojis qui était une très bonne idée de sélectionniste où elle peut deviner quel titre de film au travers d'emojis, etc. Pour ajouter de l'entertainment dans l'expérience. Et bien évidemment, notre FAQ est embarqué dans le bot. Elle peut trouver le magasin le plus proche, soit en se géolocalisant, soit en entrant son code postal, pour faciliter effectivement son expérience d'achat. Visual Bot, ils font aussi de la reco d'images, c'est quelque chose que vous pourriez développer? Aujourd'hui non, parce que ça irait au-delà même de mon scope actuel finalement, parce que je suis dans l'expérience client et pas dans la communication, mais effectivement ça peut être une ouverture, mais on va déjà se concentrer sur notre petit nourrisson. Voilà. Très bien, donc un lancement à peine d'un mois. À peine d'un mois et tout se passe bien en fait. Et pour nous, l'objectif, parce que là j'ai parlé du premier objectif qui est l'expérience d'achat, mais le deuxième objectif c'est effectivement contacter ces personnes au travers des notifications push et on a d'excellents résultats. Alors déjà, les clientes ont très bien réagi, on a envoyé une newsletter pour parler du bot, on a eu des très bonnes statistiques sur le newsletter et un quart des personnes qui ont cliqué sur la newsletter ont ensuite interagi avec le bot. On a eu en une newsletter plus de 2000 personnes qui se sont inscrites. Et les pushs, on a envoyé pour l'instant 2 pushs effectivement pour parler de promotion. Nos pushs sont très performants. En termes d'ouverture, ils sont 5 fois plus performants qu'une newsletter, 25 fois plus performants qu'une newsletter en termes de clics. Et effectivement, on dépasse, on reviendra sur les chiffres tout à l'heure, les attentes. C'est un bon démarrage. Merci. Thomas également, on disait tout à l'heure, donc AXA est très présent historiquement sur les réseaux sociaux. Et pour vous, le bot, le chatbot notamment chez Messenger, c'était la suite logique? Oui, alors c'est marrant, on s'est posé la question Messenger et pas forcément chatbot dans un premier temps. La question était la suivante, on nous a la relation client sur Facebook et sur Twitter. Avec un humain. Avec une équipe de conseillers qui, classiquement, dans un centre d'appel, font de la relation client au téléphone et on les a formés à en faire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On a notre lab à Shanghai, c'était fin 2015, début 2016, qui nous dit en messagerie instantanée, il y a un truc qui est en train de se passer. C'est WeChat, j'imagine. C'était WeChat à l'époque, on savait que... En Chine, qui est la grande plateforme de messagerie, c'est quasiment 900 millions, 1 milliard d'utilisateurs, je crois, maintenant, et principalement en Chine continentale. Et avec ce qu'évoquait Pascal, c'est pas la fin des sites web, mais en tout cas des trafics on parle sur ce genre d'outils supérieurs. Très beau succès. Et du coup, on s'est dit, nous, en France, on ne peut pas se louper, mais en revanche, on sait et on reste focus sur notre cœur de métier, on s'est un peu écharpé avec Facebook. C'est-à-dire qu'on n'a rien contre les chatbots, mais on pense que l'assurance, c'est un métier complexe. Et quand on a un sinistre, quand on a des questions liées à l'argent, au patrimoine, à la santé, on n'a pas nécessairement envie d'en discuter avec un chatbot, avec un robot, on a envie d'en discuter avec un humain. Et ça, au lancement, nous, on a été la première marque d'assurance au monde à aller sur Facebook Messenger, mais moi, j'ai pas honte de le dire, le sujet c'était d'être avec des humains et donc du coup des conseillers qui répondaient et qui répondent toujours en partie. Le chatbot, nous, il a été lancé en novembre dernier avec vraiment un angle majeur qui était l'articulation, et nous on y tient beaucoup, homme-machine. C'est-à-dire qu'il est sur une verticale précise qui est un bout de la chaîne, mais qui est pour nous important, qui est la déclaration et le suivi de sinistre, dans l'assurance auto et l'assurance habitation pour des cas simple, mais on sait que la complexité du métier d'un assureur, c'est que un chatbot ne peut pas tout faire. Un chatbot ne peut pas tout faire, alors il pourra sûrement à terme, mais avec tous les progrès qui vont arriver, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être jamais. Mais nous, du coup, le sujet, c'est aujourd'hui de maintenant, pour le client qui est monsieur et madame tout le monde, de lui répondre. Lui, il s'en fout de nos aspects technologiques, il s'en fout de savoir si on a un chatbot, si on a une IA, si on a des data scientists. Il a un channel
qui est Facebook Messenger, qui est un canal populaire. Nous, c'est intéressant de le constater par rapport à Facebook en public et Twitter. Facebook Messenger, en relation client sociale, c'est 70% de la relation client sociale chez AXA. AXA France. Ouais. 70% de la relation client sociale. C'est colossal. En quelques semaines, c'était 30%. En quelques mois, c'était 70-80%. Et aujourd'hui, c'est 60%. Ça veut dire, et nous, on se explique, moi, les questions, mais tu t'expliques comment? Bah, en assurance, j'en reviens toujours à notre métier, mais je pense que quand on se lance sur chatbot, de la messagerie, c'est vraiment important de se reposer la question de son métier. Et nous, dans notre métier, qui n'est pas forcément toujours le plus fun, qui est sur des problématiques complexes d'argent, de patrimoine, de sinistre, on n'a pas envie d'en parler sur la place publique. Et la messagerie instantanée, pour ça, elle est assez intéressante. On est dans une relation one-to-one. C'est avec un chatbot, c'est avec un humain, à la rigueur, peu importe, et le client s'en fiche tant qu'il a sa réponse. Mais je pense qu'il est sur des sujets où il n'est pas là pour en parler en public. Donc un usage massif de Messenger et quand même une automatisation, hein, vous disiez, avec ce bot qui a été lancé. Exactement. Donc il est sur les métiers de la déclaration de sinistre. Exactement. Et puis on l'a aussi voulu, alors ça a été aussi la question de se dire, on a un canal Messenger qui s'appelle Mon AXA aujourd'hui, qui est le canal majeur, et quand il y a eu ce bot de déclaration de sinistre, la question ça a été de se dire, on le met où? Et ben en fait, c'est notre problème d'archi et de workflow, c'est de le mettre dans notre Messenger principal aujourd'hui. Donc du coup il y est dedans, et donc du coup on a des modules mais classiques sur Messenger comme sur beaucoup de chatbots avec de la préqualification. La préqualification, c'est pas un chatbot, c'est peut-être encore plus basique que ça, mais à un moment donné réorienter un client via les possibilités de Messenger, c'est déjà beaucoup. Alors on va peut-être enchaîner justement avec Thomas, cette question qu'on posait ce matin qui était la concurrence entre chatbot, site et application. Votre bot, finalement, aujourd'hui, il est sur Messenger, il pourrait aussi être dans votre site, il pourrait aussi être dans votre application. Et est-ce qu'à terme, vous allez faire cohabiter ces trois interfaces mobiles? Est-ce que le bot, demain, peut cannibaliser votre site ou votre app mobile? Nous, on le voit comme des choses complémentaires, avec vraiment correspondre aux usages de nos clients. Nous, on pense que c'est vraiment fondamental de s'adapter aux usages de nos clients, et donc du coup, aujourd'hui, on est plutôt sur des modèles poreux. On sait aussi qu'il y a des moments où, je pense à notre chatbot de déclaration de sinistre, on sait très bien que quand on a un sinistre auto sur le bord de l'autoroute, là, c'est même pas application ou site mobile, c'est on va décrocher son téléphone. Parce qu'on est à un moment donné critique, le moment de vérité, nous, dans notre métier d'assureur, et on sait que là, il ne faut pas rêver, hein, ils ne vont pas nous contacter sur Messenger, il y a un certain traumatisme qu'on peut comprendre, et les gens ont envie de parler à quelqu'un, parler à un humain. En revanche, on se dit que pour le suivi, c'est quelque chose d'assez intéressant de le voir comme ça. Donc on est plutôt dans de la complémentarité de canaux, correspondre aux usages, et plutôt que d'opposer vraiment complémentaires, et vraiment on sait que nous, le téléphone dans nos métiers et le mail vont rester quand même des canaux de relation client extrêmement importants, parce que quand on a un problème, on appelle son conseiller, on envoie un mail à son conseiller, on sait que c'est fondamental. Mais en revanche, c'est dans ces moments-là, ou dans ces suivis de conversation, qu'on propose ces canaux. Il y a aussi notre espace client, et il y a aussi Facebook Messenger. Pascal, donc c'est la question de cette matinée. La complémentarité ou éventuellement la concurrence entre bots, sites et apps. C'est quoi votre point de vue? Tout va cohabiter? Ça me fait penser aux questions qu'on se posait au lancement du mobile. Est-ce que le mobile cannibalise le web, etc. Et en fait, un peu quand même, hein, les chiffres. Non, justement, non, parce que l'idée, c'est pas qu'un canal cannibalise l'autre. Il n'y a pas un client mobile, un client desktop. On a un client qui est sur tous les canaux et qui, selon ses moments de vie, va passer d'un canal à l'autre, va commencer à explorer sur le desktop, achètera sur le mobile ou inversement. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'être là où nos clients sont. Et ce que permet le bot, c'est même d'aller encore plus loin, c'est de permettre, de façon tout à fait complémentaire, de permettre à nos clients de décider eux-mêmes où ils vont engager leur expérience avec la marque. Est-ce que ça va être sur le site de la marque, dans l'application, est-ce que ça va être via un canal de messaging, ou bien sur le site ou l'application, en utilisant le bot. Parce que votre bot, il est disponible, je crois, en dehors de Messenger. Oui, bien sûr, il est sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est encore une fois le client qui va choisir, comment dire, s'il va... L'interface qu'il préfère. Alors ça l'interface qu'il préfère, c'est que est-ce qu'il va utiliser notre moteur de recherche sur le site, ou est-ce qu'il va
décider d'exprimer son besoin vraiment de la façon dont lui conçoit son besoin. Ce qui est ultra intéressant, on parlait des difficultés, des découvertes tout à l'heure, c'est quand on part de nouveau à la découverte de la conversation d'un client, de la façon dont il exprime son besoin, on se rend compte en fait que sur l'ensemble des sites, tous les moteurs de recherche que nous avons pu concevoir très consciencieusement, encore une fois, ne correspondent pas du tout ou pas forcément à la façon dont un client va lui exprimer son besoin. Et chez nous, ça apparaît très clairement, c'est que finalement, les clients, un client qui va parler par exemple en gare ou qui va s'exprimer dans une agence de voyage ne va pas dire je pars le 17 à 14h, je souhaite rentrer le 18 à 17h, nous sommes 3 et il va dire voilà, je souhaite partir à Marseille. Nous sommes 2 adultes, un enfant, enfin, c'est une vraie conversation. En langage naturel. En langage naturel, voilà, exactement. Et c'est ce qui est clé. Et c'est la vraie révolution des bots, en fait, c'est que pour une fois, pour de vrai, le client n'a plus besoin de comprendre comment le site ou l'application fonctionne. C'est l'inverse, c'est à la marque pour de vrai, cette fois, de comprendre comment son client raisonne et comment il fonctionne. D'accord. Est-ce que du coup, les utilisateurs de bots ne sont pas peut-être plus jeunes que les autres? On imagine que les millennials, vous le disiez tout à l'heure, je crois, sur l'utilisation de TGV Max, sont quand même une population. Quand je parle de TGV Max, il y a un biais parce que c'est une offre qui est réservée aux jeunes. Donc, et encore une fois, comme le train est à 0 €, le trajet est à 0 €, du coup, la partie transactionnelle est largement facilitée. C'est ce qui nous a permis aussi de tester notre capacité à vendre via du messaging et aussi la volonté que nos clients ont pas d'acheter via du messaging. C'est ce que ça nous a permis de constater. Quand ensuite on observe les clients qui n'achètent pas du TGV Max mais qui vont poser des options via le bot, là on retrouve, encore une fois, on est le cible de tous les Français et on se rend compte que notre bot est lui aussi un bot qui apporte des réponses à tous. Donc toutes les tranches d'âge sont représentées. Après, comme pour tout canal naissant, il va avoir des stigmates assez prononcés, où c'est dans un premier temps en effet des early adopters, donc plutôt urbains, masculins, etc., qui vont le tester. Mais on voit que très rapidement, c'est quelque chose qui se démocratise et qui intéresse, qui interpelle. Donc un destin comparable aux applications early adopters il y a 10 ans et aujourd'hui toute la population qui va s'en servir. Sarah, sur cette question donc, centrale de la matinée, est-ce que le bot va concurrencer ou compléter les sites et les applications? C'est quoi votre position? Ça va être super original. On voit aussi ça de la même façon, on se dit que c'est un autre canal pour soit communiquer avec les mêmes personnes, un jour pour être sur Messenger, un jour sur l'app, un jour sur le site, soit pour communiquer avec des gens, enfin adresser des gens qui n'utilisent pas notre app et notre site internet. Et c'est vrai qu'au départ, notre réflexion était aussi, on va s'adresser à ces millennials, ces gens qui n'installent pas forcément des applis, qui vont plus facilement sur Google pour faire des recherches d'itinéraire. On rappelle que souvent les millennials, ils ont des smartphones en fait avec très peu de mémoire et ils hésitent à télécharger une application. On était vraiment là-dedans, surtout que nos applications d'information voyageurs, ça prend de la place, parce que ça y a de l'intelligence derrière. C'est pas une petite app. Sur un smartphone chinois à 100 €, il n'y avait pas forcément la place de l'installer. Exactement. Ce sera plus facile d'aller sur Messenger, ou forcément s'il a le choix entre Messenger et l'application RATP, c'est sûr qu'on va faire. D'accord, donc il y a une réflexion générationnelle. Complètement. Maintenant, on se rend compte qu'on a un peu de tout, enfin, dans l'utilisation de ce chatbot. Donc je pense qu'il y a un biais aussi parce qu'on l'a lancé en interne, donc on va attendre encore un peu pour voir quelle est vraiment la tranche d'âge d'utilisation. Mais on se rend compte que dans l'usage, le fait de parler simplement pour demander de l'information, les personnes plus âgées aiment aussi énormément. Enfin, on a un peu ce truc de la grand-mère qui envoie un texto à son petit-fils pour lui dire comment je fais pour aller là. Et donc c'est un peu ça, et ce chatbot, c'est comment je fais pour aller à la public, il répond aussi facilement que le petit-fils qui répond à sa grand-mère. Donc voilà. Et donc ce que vous disiez, c'est vrai, c'est assez intéressant. Moi je me dis par contre que ça va pas être la mort du site internet et des applications. Par contre, le site web, il a aussi ce caractère universel et il n'y a pas besoin d'installer un site web, on se connecte facilement. Je crois qu'on a plus de 50% des visites sur le site qui se fait via les téléphones.
Non, par contre, ce que je me dis, et ce qu'on se dit là en travaillant sur l'expérience client digitale, c'est qu'il va y avoir une influence de la façon dont on communique avec les chatbots dans l'expérience qu'on va mettre sur les sites internet et sur les applications. On demande trop à nos clients de s'habituer à, de nous comprendre, de comprendre le mot, de comprendre la façon dont nous on réfléchit quand on fait une recherche d'itinéraire, en se disant qu'il faut que ce soit le plus rapide, il faut que ce soit... Et on se rend compte avec les chatbots que la façon dont ils nous posent les questions, la façon dont, est totalement différente, et donc ça nous amène à voir différemment les interfaces qui vont rester avec des boutons, qui vont, je pense, pas totalement rentrer dans un messaging, mais des interfaces qu'on va mettre sur les applications sur le site internet. Et ça, en faisant de l'ergonomie d'AB testing sur l'application, vous ne le voyez pas forcément, le fait d'avoir ces conversations ouvertes avec des mobinodes, c'est plus simple pour identifier les irritants. Oui, complètement. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a une certaine résilience de nos utilisateurs qui sont habitués à avoir ce bouton de recherche. Ça fait tellement longtemps qu'on fait de la recherche d'itinéraire comme ça que même quand on fait des groupes avec des utilisateurs en essayant de les challenger pour voir comment eux ils utiliseraient les applications différemment, on se rend compte qu'ils rentrent quand même dans le jeu des apps, quoi, qui est on doit appuyer là pour aller chercher l'info. Donc je trouve qu'on apprend quelque chose d'assez intéressant avec ce nouveau canal. Camille, même question. Vous avez un site web, vous avez une application? Non, on n'a pas d'application. Non, on a une très belle skill mobile qui suffit pour naviguer. C'est vrai que les applications mobiles ne sont pas trop dans l'usage des marques de mode. Alors, il y en a certaines, par exemple la chaîne, ils ont leur programme de fidélité. Les acteurs de la vente privée, dont je ne citerai pas le nom, qui font la majorité de leur audience à leur application. Oui, mais je parlais vraiment de marques de mode avec... non, mais pas où on a besoin d'un usage quotidien, d'aller voir les ventes, d'être très rapide, d'être le premier, etc. Les marques de mode qui lancent des applications embarquent très souvent leur programme de fidélité. Mais c'est pareil, hein, comme vous le disiez, les millennials, petite mémoire, ne vont pas nécessairement télécharger une application sur leur smartphone. On est d'accord. Et donc, c'est cette logique, il faut une interface facile d'accès. Le web, évidemment, l'est historiquement depuis un quart de siècle. Le web l'est historiquement, et le mobile prend déjà le dessus. On a beaucoup plus de trafic sur mobile que sur desktop, encore une fois, dû à notre cible. Et je vous rejoins, c'est un complément d'usage. On peut commencer effectivement le parcours sur mobile, terminer le paiement sur desktop, surtout avec des jeunes filles qui demandent la carte bancaire avec leur mère, etc. Et le bot ne va pas se substituer à l'un ou à l'autre. Ça peut être juste un canal complémentaire. Ça peut être un compagnon. On va essayer de le mettre sur le site également. Ça va être un développement dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, sur le site internet de Jennifer, on a un live chat où nos consommatrices, notre communauté échangent entre elles. Ça marche énormément. Les jeunes filles, les jeunes femmes aiment beaucoup échanger, poser des questions. Et donc, on est convaincus aussi que ça va très bien prendre sur le site internet. Donc, on devra faire par contre un arbitrage entre les jeunes filles discutent entre elles ou discutent avec notre bot. On va la BTC, je pense, avant toute chose. Mais ce sera complémentaire. Par contre, ça restera un média prioritaire quand on devra toucher nos clientes au travers d'un push. Très bien. On va parler un petit peu de KPI et de ROI, en parlant un peu de chiffres et d'argent. Thomas, ça serait quoi selon vous les KPI du chatbot? Est-ce qu'une conversation longue, c'est une réussite ou un échec, par exemple? Qu'est-ce que vous monitorez au jour le jour sur cette interface? Aujourd'hui, en toute franchise, on y va vraiment sur quand ça bascule sur l'humain, avec des sujets de temps moyen de première réponse, parce qu'on sait qu'on est dans des moments délicats et on est dans des attentes fortes en messagerie instantanée d'avoir une réponse rapide. Donc déjà, on sait que la préqualification, qui est une première couche de chatbot, permet au moins, l'internaute se dit, bon, ok, je peux cliquer sur un premier truc, je veux déclarer un sinistre, je veux parler à un conseiller, je veux parler d'un projet à AXA. Donc déjà, il y a cet élément de préqualification qui nous permet automatiser, il y a un menu qui déroule. Et puis quand l'humain prend le relais, nous, ce qu'on regarde, et on a demandé, ce qu'on monitore, c'est un temps moyen de première réponse de moins de 5 minutes. Parce qu'on pense que... une fois de plus, au-delà ça va pas. Au-delà ça va pas. Il y a nos problématiques, hein, c'est-à-dire qu'aux heures ouvrées évidemment, avec un chatbot qui, là c'est un peu différent, mais qui est quand nos bureaux sont fermés, là il y a évidemment que le chatbot.
et le chatbot avec une promesse, il y a un humain qui reprend la main le lendemain à 9h et vous avez un push notification. Et alors là, l'objectif c'est que toutes les demandes faites dans la nuit elles soient recontactées à 9h, et on pense que la notification et le système de notification qu'offre de la messagerie instantanée comme Facebook Messenger, mais qu'offrira demain le RCS, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il se dit, c'est vraiment l'atout de ce canal-là, et je fais ce lien avec le téléphone, parce que le lien vraiment avec le téléphone, il est fort, j'appelle, j'attends, et puis je sais pas ce qui se passe, et puis je laisse un message, va-t-on me rappeler, pas me rappeler, et avec des liens aussi qu'on essaie de développer entre téléphone et Messenger. Donc le ROI du bot, il va se quantifier en satisfaction utilisateur, en satisfaction utilisateur, et en revanche sur la durée ça nous gêne pas. Ça nous gêne pas qu'il y ait une durée relativement longue, ça nous gêne pas qu'il y ait un peu de bot, un peu d'humain, un peu de bot, un peu d'humain. On n'est pas dérangé là-dessus, on n'est pas dérangé sur la durée. On pense que c'est différent d'une relation client téléphonique. J'appelle, j'ai un questionnaire de SAT et puis je l'ai tout de suite. Je pensais naïvement que certaines marques déployaient des bots aussi pour faire des économies en matière de support client, avoir moins de monde derrière le téléphone. Est-ce que c'est aussi une réflexion de votre part ? Ce qu'on veut monitorer aussi, mais vraiment novembre, nous c'est un peu tôt, c'est le taux de réitération. C'est-à-dire le nombre de personnes qui, parce qu'ils vont avoir une réponse via Messenger satisfaisante, vont moins appeler nos plateformes téléphoniques. Avec vraiment, il y aura peut-être des économies. En tout cas, on a envie de le regarder et de se dire est-ce que ça a un impact, parce qu'ils sont satisfaits et pas pour les mauvaises raisons. Exactement, parce qu'ils sont satisfaits, du coup ils veulent moins nous appeler et pas parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'on leur répond pas au téléphone. On insiste là-dessus. Et après, on sait, mais de façon très pragmatique, c'est que on est un assureur généraliste qui couvre toutes les typologies d'assurance, toutes les typologies de clients, et donc du coup Messenger est une possibilité et n'est pas une obligation. Il y a tout un panel de canaux de contact et on ne veut pas en pousser un plutôt qu'un autre, on y tient vraiment. Pascal, même question, c'est quoi les KPI que vous suivez sur cette interface Mailbot et le ROI de cette interface pour vous? Alors, un des tout premiers KPI qu'on ait suivi, c'était le même que celui par rapport au chat communautaire quand nos clients échangent entre eux et s'entraident. En fait, le premier KPI qu'on ait suivi, c'était la satisfaction, pour voir si ce canal permettait en tout cas d'améliorer le niveau de satisfaction de nos clients par rapport à la qualité de la réponse apportée ou de l'aide apportée. Et encore une fois, c'est comme pour le mobile il y a quelques années, on se rend compte que c'est un canal qui génère, peut-être grâce à l'interaction avec la marque, l'interaction directe avec la marque, qui génère plus de satisfaction. Après, on a un ADN de puissant aussi, donc les ventes, c'est quelque chose qu'on suit, la conversion via ce justement, ce canal. on voit qu'il y a des différences significatives en matière de conversion entre un site web mobile et une application mobile. Est-ce que vous avez déjà des statistiques sur ce qui se passe dans le bot? Alors, je vais plutôt, je vais prendre la question autrement. En fait, c'est est-ce que ça permet de vendre? La réponse est oui. Si je reste encore une fois, si je garde le focus sur l'offre TGV Max avec ce fameux train à 0 €, le voyage à 0 €, on est sur un trend. Alors, encore une fois, on apprend encore en marchant sur des chiffres qui sont encore modestes, mais on est sur un trend croissant de 20 000 commandes par mois uniquement sur cette offre. Et ensuite, il y a encore une fois la possibilité d'acheter d'autres types de voyages, de poser une option. Et là, les chiffres sont eux aussi très encourageants. Mais celui qu'il faut retenir, en valeur absolue, donc c'est encore relativement modeste, mais c'est le début, et vous le disiez, c'est comparable aux applications. Mais sur la partie vraiment conversion, il n'y a pas de pourcentage enthousiasmant? Certainement, oui, les pourcentages sont enthousiasmants. Ah, d'accord, on ne les connaîtra pas, mais ils sont enthousiasmants. Et ils sont supérieurs peut-être à ceux d'un site web ou... Ils sont enthousiasmants. Très bien, on verra ça. En tout cas, vous êtes content. Ça me passe. Est-ce que nous on est content? Le plus important c'est est-ce que le client est content? La réponse est oui, clairement ça se sent parce qu'on est dans cette logique de complémentarité où c'est lui qui a le choix en fait, encore une fois de la façon dont il a échangé avec nous. Pour nous c'est très encourageant, ça pose des questions profondes. En effet aussi ça va avoir un impact, tout comme le mobile a influencé, a impacté le design sur desktop, le conversationnel aujourd'hui commence à influencer le design pour les applications mobiles et le desktop. On se rend compte que finalement,
les clients sont vraiment en quête d'une navigation qui est de plus en plus séquentielle et qui progressivement ressemble elle-même de plus en plus à une conversation. Peut-être que le moodbot disparaîtra d'ici quelques années, parce que finalement, je pense que c'était une solution pour nous assez rassurante de personnifier l'intelligence artificielle et de lui donner corps à travers un bot. Et peut-être que demain, en fait, l'intelligence artificielle sera omniprésente et c'est le site, l'application en lui-même qui saura interagir pleinement avec le client. Sarah, vous ne vendez pas de tickets de métro, j'imagine, avec votre bot, mais c'est quoi, vous, vos KPI et le ROI de cette interface? Alors, déjà, donc la RATP fait du service public. Donc, et l'information voyageur. Non, mais en plus, oui, on vendait des tickets de métro, mais c'est IDFM. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais on ne rentre pas là-dedans. En tout cas, l'information voyageur, ce n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Donc, on n'a pas de ROI aussi simple. Il y a quand même une forte pression sur les finances publiques en ce moment, on peut vous demander d'en économiser. Exactement. C'est ça le sujet. Exactement. On peut nous demander d'en économiser. Pour l'instant, l'information manager, c'est la RATP qui décide de financer parce que ça permet d'avoir de la satisfaction client. C'est la base aujourd'hui de son déplacement. S'il n'a pas une information claire, il ne peut pas se déplacer. Donc on n'est pas vraiment parti en se disant on va gagner de l'argent en faisant ce chatbot. On s'est plutôt dit on va faire en sorte que les clients soient plus satisfaits et d'aller adresser des gens différents qu'on n'a pas. Donc qui n'utilisent pas aujourd'hui nos autres outils. Donc il y a ce point à garder, mais c'est pas si facile aujourd'hui de se dire est-ce que cette personne on regarde le nombre d'utilisateurs, on regarde en fait, on a des KPI globales de gains d'utilisateurs globaux. Donc, on se dit qu'on n'a pas perdu là pour en gagner là, mais on a un truc global. On n'en a pas encore de très clair. Enfin, on suit plein de choses. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti plus que. Enfin, il n'y a pas un chiffre qui est sorti plus que d'autres. En disant ça, il y en a un seul qui est assez intéressant, que je peux partager avec vous, qui est que sur Messenger, les gens reviennent plus. Donc, on a un temps de l'attention qui est plus important et qui est intéressant parce qu'on se dit qu'on peut engager comme ça. Mais alors on est vraiment en train de regarder, de tester, de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre, qu'est-ce qu'on va faire de ça. Donc aujourd'hui on n'a pas quelque chose de très très clair. Après on va faire du service client sûrement, sur 90%. Donc là ce sera plus simple de se dire vous alignerez sur les mêmes KPI, j'imagine, que les autres services. Exactement. Camille, très rapidement également sur cette question des KPI, des ROI, le chatbot c'est fait pour vendre. Le chatbot, c'est fait pour vendre, ça c'est certain. Aujourd'hui, alors on ne mesure pas que ça, on va regarder le temps passé sur le bot aujourd'hui qui est environ à 2 minutes, là où il est à 4 minutes sur le site. Et le taux de clic vers notre site avoisine les 20%, donc on part du principe qu'elle a passé pas beaucoup de temps parce que c'était rapide, pas parce que ça l'a lassé, parce qu'au final, elle va quand même bien cliquer et bien aller vers le site. Donc ça, c'est une première chose qui est effectivement pour nous très satisfaisante. Encore une fois, notre bot est tout jeune, donc on doit améliorer ça. Nous, la problématique étant de ne pas considérer que les ventes web, mais vraiment penser vente magasin, et charge à moi et à sélectionniste de voir effectivement comment pouvoir mesurer le ROI, parce qu'on a une base de données qui est à 90% magasin uniquement. Donc ça va être effectivement l'enjeu sur les prochaines semaines et les prochains mois de pouvoir bien mesurer potentiellement l'incrémental de chiffres sur ce canal également via le bot. Très bien. Mais on est satisfait. Formidable. J'ai demandé à tous les quatre un mot de conclusion. Thomas, ce serait quoi le mot de conclusion? Ce serait, en tout cas moi c'est le conseil que je devrais donner, pensez à vos clients d'abord, ne pensez pas à ces plateformes. Client first, et puis créer des ponts entre les canaux. Site web Messenger, téléphone Messenger, et puis être omnicanal parce que je vois l'exemple du RCS extrêmement intéressant parce que tout ce que... on aura l'occasion d'en reparler aux associations les prochains mois. Nous on n'a pas coupé Facebook et Twitter, on répond sur Messenger et demain on ouvrira sûrement celui-là. Merci Thomas, on invite tout le monde évidemment à souscrire à une assurance chez AXA. Hein. Camille, une conclusion? C'est pas avoir peur de le faire également. Ça peut paraître usine à gaz, mais ça ne l'est pas quand on est bien accompagné.
Nous, on a lancé notre bot en moins de 2 mois. C'était très fluide avec l'aide de sélectionnistes, donc il faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas hésiter. On invite tout le monde à acheter des vêtements chez Jennifer pour sa petite sœur. Voilà, j'allais dire plus pour vos enfants, nièces, voilà. Merci, Camille. Sarah, quelle est votre conclusion? Même chose, je dirais que pour la RATP, ça aurait pu lancer sur ce chatbot, ça aurait pu être une missile à gaz parce qu'on sait en faire, mais ça s'est super bien fonctionné aussi grâce à Destigo, au fait de travailler avec une start-up et au fait que c'était sur Messenger, c'était déjà mis en place, que c'était assez facile. Donc je pense que n'hésitez pas à... Et on invite tout le monde d'ailleurs à rentrer ensuite en métro, en bus, en tram. L'activité de la RATP. Pascal, le mot de conclusion. Oui, le mot de conclusion. En effet, on est tous encore en train d'apprendre à marcher, donc il faut rester humble et surtout pour ceux qui n'ont pas lancé de vote encore se dire que rien n'est joué, qu'il n'y a pas vraiment de retard pris. Parce que vos votes ont quelques mois pour la plupart. Ils sont très jeunes. En effet, donc comme pour les délits mobiles, l'unité et test and learn, encore une fois. Et puis surtout, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le conversationnel, c'est vraiment une forme d'interaction qui permet une vraie relation personnelle et une expérience personnelle pour ses clients. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. En gérant le continuum aussi entre les différents canaux de Merci, on invite tout le monde à se rendre sur Oui SNCF pour prendre un abonnement TGV Max. Par exemple. Mais pas que. Il y a des offres sympas pour le week-end, j'imagine. Pour le week-end et pour les quotidiens aussi. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Donc moi je retiens maintenant que le bot c'est clairement la troisième grande interface mobile après les sites ou les apps pour ceux qui en ont. Je termine avec quelques slides pour vous inviter à noter dès maintenant que nous aurons d'autres événements. Il y aura le 12 avril un petit déjeuner sur la data. Vous savez, il y a le RGPD qui arrive en mai, donc on va parler de data et de localisation le 12 avril. Le 29 mai, on aura sans doute aussi un événement sur les applications mobiles. On parlera SDK, iOS 12, Android 9 et comment rendre son application plus smart. On parlera commerce et paiement le 5 juillet et sans doute Smart Réalité le 27 septembre. Vous pouvez nous suivre sur le web, les emails, les réseaux sociaux. On n'a pas encore de chatbot, il faut qu'on travaille sur le sujet. Comment voilà. Je vais prendre une photo. Mais c'est sur notre site, je crois. Vous pouvez aller sur MMAF pour voir les adresses. C'est bon. Un immense merci à nos partenaires sans qui cette matinée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci à CLX, à Content Square, à Destigo, à MyElephant, à TSC, à VisualBot, à OS qui nous accueille et à Mobile Active qui a assuré la captation. La plupart des représentants sont dans la salle et je vais vous demander, si vous avez encore 30 secondes, d'ouvrir votre lecteur de QR code si vous avez un iPhone, c'est l'appareil photo, et aller directement sur Typeform et nous dire si vous avez apprécié cette matinée. Donc voilà, on teste des interactions nouvelles et n'hésitez pas donc, à rester encore quelques minutes pour prendre un dernier café et profiter de nos viennoiseries. Merci d'avoir participé à ce petit déjeuner. Bonne fin de matinée à tous. Chargé.